atelier commençait à identifier quels pouvaient être les risques et les impacts. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, ce qu'on va faire donc, sur ce deuxième atelier, on va repartir de ces enjeux. Donc, j'en ai fait une petite synthèse, vous verrez. On va identifier après les exigences qui seront attendues pour répondre à ces enjeux ou à ces risques. On peut qualifier certains enjeux de risques. Et puis, on verra quel levier juridique de la commande publique on peut actionner finalement pour transposer ces exigences dans le dossier de consultation. Et on parlera un petit peu des éléments probatoires sur lesquels vous allez pouvoir aussi vous appuyer. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Ça. Je ne vous entends pas. C'est ce qu'on peut faire. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Bon, je vais essayer de parler fort. Voilà, alors sur cette première diapo, j'ai repris un petit peu le cycle de vie donc, de tout ce qui est produits EPI et vêtements de travail. On avait identifié donc, au départ des fortes pressions sur les ressources naturelles, alors des ressources naturelles qui peuvent être des ressources végétales, animales, avec le cuir par exemple, ça peut être des ressources également minérales. Et puis des pollutions, l'atteinte à la biodiversité, notamment dans la production ou l'extraction de ces matières premières. On avait dit après que sur la phase de fabrication, on pouvait intégrer des substances préoccupantes à l'intérieur des produits. Dans les process de fabrication, on peut avoir des substances qui vont rentrer dans la fabrication du produit, donc des substances qui peuvent être pour certaines très préoccupantes, à la fois pour l'environnement et pour rappelez-vous, je vous avais listé un petit peu quels étaient les grands enjeux, on va dire, de la. Il faut qu'on passe sur le parce que. Hop. Je vais carrément sortir et rester sur votre ordinateur. Voilà, donc on avait parlé effectivement de beaucoup de pollution qui était générée. On avait cité quelques exemples avec énormément de rivières polluées dans certaines zones géographiques. Là, je pense au Bangladesh, à l'Inde, etc. Donc des pollutions des rivières, des pollutions des sols, de l'eau, de l'air, pardon. On avait expliqué également qu'il y avait bien sûr, comme tous les produits, des impacts sur le transport, et des impacts communs qu'on va retrouver sur toutes ces phases de transport, à savoir des consommations d'énergie, des pollutions qui sont générées par ces moyens de transport, et puis des gaz à effet de serre, bien sûr. Et on avait parlé également d'emballage pour cette partie logistique, on va dire, donc des déchets d'emballage. Sur la partie utilisation, on avait parlé également qu'il y avait des pressions sur les ressources avec des pollutions et des gaz à effet de serre également, notamment dans les phases d'entretien des vêtements de travail. On avait parlé également de l'obsolescence des produits, de la péremption, notamment pour les EPI, puisque vous savez que les EPI, en fonction du type de pays, vous avez des dates de péremption à respecter. Et puis, on avait parlé également des gaz à effet de serre qui pouvaient être générés justement par ces phases d'entretien. On avait parlé de la surconsommation aussi des produits. On s'était dit qu'on pouvait avoir tendance des fois dans certaines politiques d'approvisionnement ou de certaines dotations, peut-être des problèmes de surconsommation, des dotations peut-être trop importantes par rapport à l'usage. Et enfin, sur la phase de fin de vie, on avait parlé de déchets. Puisqu'effectivement, potentiellement, la plupart des textiles, je dis la plupart, pas tous, mais la plupart des textiles se recyclent très facilement. Sauf qu'aujourd'hui, le taux de collecte de ces déchets, donc le nombre de textiles qui passent dans ces phases, dans ces filières de valorisation, reste très faible. On a encore du mal, effectivement, à capter ces déchets pour pouvoir les traiter de façon correcte. Et donc, bien sûr, tous ces déchets peuvent générer également des pollutions.
Voilà un petit peu pour l'inventaire des risques qu'on avait pu faire. Alors, on ne va pas pouvoir traiter l'ensemble de tous ces risques. J'ai fait une sélection de certains risques. Et notamment, je voudrais m'arrêter, par exemple, sur la partie pollution dans les phases de fabrication. C'est toutes ces pollutions qui peuvent être générées par certaines entreprises dans le domaine du textile dans certaines régions du monde. Hein. Encore une fois, je pense au Bangladesh, pardon, à l'Inde, Pakistan, l'Afrique du Nord également, qui sont des zones quand même qui interviennent beaucoup sur ce secteur d'activité. Il y a de fortes pollutions qui sont liées alors soit à un manque de réglementation locale, soit à une non-application des règles locales. Alors, ces risques-là, on pourrait effectivement rappeler dans une clause contractuelle qu'il est important que l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement respectent bien ces règles, mais ça reste une clause contractuelle. Est-ce qu'elle sera suivie des faits derrière? C'est difficile. Et à part vraiment de faire des audits sur site pour aller voir un petit peu ce qui se passe, c'est assez compliqué. Alors, certaines pollutions peuvent être gérées, on le verra, par des écolabels, puisque sur d'autres exigences, on va pouvoir faire référence à des écolabels pour définir notre niveau d'exigence, si vous voulez. Et dans les écolabels, comme on est sur des référentiels qui sont multicritères hein, et qui couvrent l'ensemble du cycle de vie, il y a notamment le bannissement de certaines substances qui sont préoccupantes et qui peuvent être justement polluantes hein, quand elles se retrouvent dans des eaux, dans des rejets industriels. Et quand ces rejets sont déversés directement dans les rivières du coin, eh bien, ça peut générer des pollutions. Donc, le fait que ces écolabels bannissent interdisent l'utilisation de ces substances, on pourrait penser effectivement que les eaux de rejet sont peut-être un petit peu moins polluantes que la normale, mais à part vraiment ce levier-là, c'est assez difficile d'aller vérifier hein, si le prestataire, enfin, si un des acteurs des chaînes d'approvisionnement respectait bien les réglementations. Donc, il faut le rappeler, hein, ça montre qu'on ne cautionnerait pas des dérives par rapport à tout ça, mais on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre finalement efficace pour être sûr que tout se passe correctement. Donc, le contrôle. Et en termes de contrôle, effectivement, à part les audits sur site, c'est un petit peu compliqué. Alors qu'on verra, les autres exigences, elles vont plutôt être vraiment tenir à des caractéristiques du produit. Ça sera quand même beaucoup plus facile de pouvoir intervenir sur les autres critères. Donc, cette partie pollution, air, eau, sol, les différentes étapes de la fabrication, on n'en tiendra pas compte, mais on essaiera de balayer l'ensemble des autres critères. Alors, au niveau des pressions sur les ressources, on peut voir qu'on va pouvoir voir si le fabricant a adopté une démarche d'éco-conception. Alors, il y a une norme qui va cadrer ces démarches d'éco-conception. Donc, on formulera effectivement notre exigence autour de cette norme, hein, en demandant si, alors, en imposant ou en demandant si le fabricant a intégré ces démarches d'éco-conception et si aujourd'hui il s'appuie justement sur les recommandations de cette norme internationale pour guider un petit peu sa démarche. Là, on sera plutôt sur des critères d'attribution pondérés. Pourquoi des critères d'attribution? Ouais, il y a des soucis de son, mais je comprends pas pourquoi. Je crois, oui. Si je rapproche votre ordinateur, puisque c'est celui-là qu'on fait. Tout à fait. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Merci. Voilà, donc l'adoption d'une démarche d'éco-conception s'appuie bien sur cette norme ISO 14062. Hein, donc, alors pourquoi c'est plutôt un critère d'attribution hein, comme levier juridique qu'on va utiliser? C'est que ces démarches d'éco-conception ne sont pas encore généralisées et notamment dans certaines zones géographiques hein, où on va chercher des produits low cost. On va pas, voilà, on va essayer de produire des produits les moins chers possibles et on ne rentrera pas forcément dans ces démarches d'éco-conception. Donc, ça restreindrait vraiment trop le champ de la concurrence. Voilà. Donc, il vaut mieux effectivement valoriser un fournisseur qui aurait qui aurait mis en place ces démarches d'éco-conception, qui peut vous le démontrer au regard d'une description de la démarche sur lesquelles on verrait effectivement les grandes lignes de la norme respectées.
Ensuite, on pourrait imposer l'utilisation de matières issues du recyclage, de matières biosourcées, ou voire même sélectionner des produits qui soient issus du réemploi. Alors, c'est sûr que sur les EPI, on verra, il y a une grosse difficulté, hein, puisqu'il y a, je vous verrai, je vous liste, puisque ça avait été une question qui avait eu lieu, enfin, qui avait été soulevée à la première réunion, je n'avais pas pu vous répondre précisément, mais il y a effectivement certains EPI qui ne peuvent absolument pas être mis sur le marché d'occasion. Il faut que ce soit des produits neufs. On les listera un petit peu plus loin. Maintenant, sur certains vêtements de travail, pourquoi pas réfléchir aussi à une seconde vie, hein. Ça pourrait être le cas, hein, des vêtements qui sont réparés, reproposés d'occasion. Là, je dirais qu'on en ferait un critère d'attribution pondéré, une spécification technique quand quand on va imposer, par exemple, l'utilisation de matières premières issues du recyclage ou des matières biosourcées, on pourrait l'imposer par une spécification technique, par un critère d'attribution. Ça dépend un peu du niveau d'influence qu'on peut avoir sur le fournisseur. Hein, il y a des fournisseurs sur lesquels on n'a aucune influence, donc allez leur imposer quoi que ce soit. Ils vous diront, moi, mes produits sont sur un catalogue, tu les choisis et tu fais avec. D'accord, donc ça, c'est de la mieux-disance par un critère d'attribution pondérée. Maintenant, arrêtez, évitez la caméra, ça fait peut-être ça moins. Il s'est fait. Assez chaud aujourd'hui. Les gens reviennent. Ah, désolée, on enchaîne les difficultés techniques. C'était Saint-Bruno. On était là. Je vois à l'écran. Vous nous entendez? Oui. 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 Bon, excusez-nous, hein, pour ces petits problèmes techniques. Par contre, Désolée. pas de souci. Voilà, troisième exigence, on pourrait. Oui, pardon. Alors, juste pour terminer sur l'exigence précédente, l'évolution du besoin, c'est effectivement si j'allais réserver un lot, par exemple, pour un marché réservé à des produits issus des réemplois. Alors, encore une fois, ça peut concerner quelques EPI, mais vous verrez pas toutes, pas tous les EPI, et puis quelques produits textiles. Enfin, troisième exigence, troisième exigence, ça va être l'optimisation de l'usage du tissu par la création de patronages zéro défaut, sans chute de tissu. Ça fait partie de l'éco-conception du vêtement. On a aujourd'hui des fabricants qui travaillent avec cette approche. Ils essayent de créer des patrons pour les vêtements en essayant d'avoir le moins de chute possible dans la confection du produit pour réduire justement l'utilisation de ressources qui finiraient en produits de chute. Donc, ça n'aurait aucun intérêt. Alors, pour ça, on peut utiliser des critères d'attribution pondérés ou des conditions d'exécution. Là aussi, ça dépend du niveau d'influence qu'on a sur le fournisseur. Si c'est des fournisseurs qui font
je dirais, une production en fonction d'un cahier des charges très précis d'un vêtement et qui vont concevoir le vêtement spécifique, spécialement pour vous. Eh bien, ça serait une condition d'exécution d'intégrer cette approche zéro déchet. Si on achète là aussi des produits sur catalogue, ça sera plutôt un critère d'attribution pondéré. Question. Alors en location, on verra effectivement, ça fait partie donc ça va être normalement le quatrième critère. Et juste après. Voilà, le recours à la location, entretien de vêtements de travail ou de pays. Là, c'est carrément l'évolution du besoin. Je n'ai plus besoin d'acheter des vêtements, mais j'ai besoin de louer et d'entretenir des vêtements de travail ou certains EPI. Donc c'est vraiment dans l'évolution de mon besoin, dans la caractérisation de mon besoin, je vais évoluer vers cette approche fonctionnelle du besoin et on sera effectivement, on va s'inscrire tout doucement dans l'économie de fonctionnalité. Et là, on va avoir maintenant des nouveaux schémas qui sont proposés. Alors là, c'est un schéma issu d'un site internet, d'un fabricant de pays qui propose justement cette prestation où vous allez partir donc du catalogue de pays durables. Donc lui, il va concevoir ou faire fabriquer ces produits selon justement ces approches en éco-conception, donc des produits généralement très durables en termes de résistance. Et puis, il va vous proposer donc ces produits en location avec la possibilité donc, de réparer les EPI quand ils vont rentrer dans les cycles de maintenance. S'il y avait un petit accro ou autre, ils vont réparer le pays. Pour ça, ils vont collecter donc, bien sûr tous ces EPI sur vos sites. Ça va passer, alors ils s'appuient eux sur un ESAT pour justement derrière travailler sur je dirais, toute la partie entretien et réparation du vêtement de travail. Et quand les produits sont vraiment en fin de vie, eh bien, ils peuvent être recyclés pour certains ou transformés pour avoir peut-être d'autres usages derrière. Donc, au niveau de la fin de vie, je voudrais vous citer un exemple qui était assez parlant. La SNCF fut un temps, enfin, je crois qu'ils sont encore dans cette dynamique, eh bien, utilisent tous les vêtements de travail qui sont en fin de vie pour faire des plaques d'isolants pour mettre dans les TGV, pour insonoriser et isoler les rames de TGV. Voilà, donc là, on s'inscrit vraiment dans une démarche d'économie circulaire, mais surtout d'économie de fonctionnalité avec cette location. Mais là, c'est une évolution de votre besoin qui va se mettre en place. Alors, justement, au niveau de la loi, les EPI, vous voyez que les équipements de protection individuelle d'occasion qui vont suivre ne pourront pas être vendus d'occasion. Donc, c'est les équipements à usage unique, on peut le comprendre, les équipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée, les équipements ayant subi un dommage quelconque, même réparé, les casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques, les équipements de protection contre les agents infectieux et les appareils donc, de protection respiratoire, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée sous-marine. Voilà. Tous les autres pays pourraient être reconditionnés et vendus ou loués à partir du moment, encore une fois, où la date de péremption n'est pas dépassée et qu'il n'y a pas eu un dommage posé sur les EPI. Alors, par rapport aux substances préoccupantes qui rentrent dans la fabrication des produits, donc c'est des substances qui souvent sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Il y a aussi des substances allergènes dans les vêtements de travail. Et ça pourrait poser effectivement des problèmes. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur des référentiels, des labels de type 1 qui vont garantir l'absence de ces substances. Je prends l'exemple donc de l'agriculture biologique. Si j'ai par exemple des vêtements à base de coton, par exemple, si je demande du coton biologique, je sais que il y a certaines substances qui vont être complètement interdites. Il y a l'écolabel européen également, qui concerne les textiles, qui vont bannir la présence de ces substances. Et puis surtout, le label le plus connu dans le domaine du textile pour justement bannir toutes ces substances préoccupantes, c'est le label Ecotext 100.
qui est reconnu de type 1. Donc, je pourrais effectivement exiger que l'ensemble des vêtements répondent aux exigences de Cotex 100, par exemple. On peut l'imposer. Alors, attention à certains, sur certains EPI très particuliers qui sera à base de textile, parce que peut-être que le marché n'est pas suffisamment développé, mais tout ce qui est veste de travail, tout ce qui est bleu de travail, blouse, etc., on peut y aller, pantalon de travail, on peut y aller. Il y a énormément aujourd'hui de fabricants qui utilisent des produits au Cotex 100. On va restreindre le champ de la concurrence. Encore une fois, quand on fait l'achat responsable, il faut qu'on soit un peu discriminant. Si on ne l'est pas et qu'on laisse la porte ouverte à tout le monde. Voilà. Donc là, moi, j'irais carrément sur. C'est un enjeu important. Ça concerne la santé et la sécurité des salariés. Alors bien sûr, ça a un impact aussi sur l'environnement. C'est pour ça qu'on en parle dans l'atelier. Mais en tous les cas, voilà, ça va restreindre le champ de la concurrence, mais au moins, vous aurez la garantie que ce risque est vraiment mis sous contrôle. Du coup, Bruno, vous en avez cité quelques-uns, mais on nous demande dans le chat s'il y a justement des exemples de pays d'occasion. Donc là, on a vu ceux qu'on ne pouvait pas prendre d'occasion. Et du coup, est-ce que... Alors, quand j'ai préparé cet atelier, je suis allé sur plusieurs sites et on voit que de plus en plus, les fabricants commencent d'abord à proposer cette location-maintenance sur certains EPI. La preuve en est, c'est que le schéma que je vous ai montré avant est issu d'un des sites et on commence à voir effectivement l'économie circulaire se mettre un peu en place sur ce secteur d'activité et on commence à voir quelques EPI qui peuvent être effectivement proposés d'occasion. Voilà. Donc en règle générale, ils sont reconditionnés un petit peu, hein. On reprend les coutures, on va peut-être refaire les bandes réfléchissantes si c'est le cas, voilà, mais on peut arriver à proposer effectivement quelques vêtements de travail d'occasion. Il y a des fournisseurs qui commencent à travailler sur cette offre-là. Alors, c'est peut-être pas encore très courant, hein. Je pense que là, le sourcing sera vraiment nécessaire, hein, pour éviter les marchés infructueux. Ça va être important quand même d'aller regarder. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns. Après, est-ce qu'effectivement, l'offre proposée est suffisamment large pour vraiment en faire un niveau régional qui est une exigence ferme? Voilà. Et il faut regarder, ouais, effectivement, en fonction de la dimension de votre marché, s'ils peuvent y répondre. L'intégration après d'exigences visant à bannir les substances, c'est-à-dire sans faire appel, je dirais, à un écolabel, je vais pouvoir simplement intégrer c'est moi qui vais. Je sais pas. J'ai rien touché. Mais... Bon. Oui, donc je disais, on va pouvoir s'appuyer sur des tests en laboratoire. Il y a des laboratoires qui sont spécialisés. Vous leur donnez un morceau vous allez demander au fournisseur de vous donner un morceau de tissu qu'il utilise et vous pourriez effectivement Mais en règle générale, c'est ce qu'on va demander au fournisseur, hein, d'apporter les tests, les résultats de ces tests faits en laboratoire. Ces laboratoires qui sont agréés, on le verra dans les modes de preuve un petit peu après. Autre levier qu'on pourrait utiliser justement par rapport à ces substances sont la plupart du temps issues de la chimie. Donc déjà de voir si la réglementation REACH, qui va justement restreindre l'utilisation de certaines substances chimiques, est bien appliquée correctement par le fabricant. D'accord, ça aussi, c'est un petit garde-fou que je peux avoir. Alors attention, REACH est limité à quelques substances, hein. Il y a eu plusieurs REACH, hein, je crois qu'il y a un REACH 3 maintenant. On doit être à une douzaine, 13 substances, je crois, qui sont pas forcément interdites, mais qui sont limitées de façon relativement importante. C'est bon. Je veux dire CMR. Alors, CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène et reprotoxique. Alors,
au niveau de tout ce qui va être transport, pollution, énergie et gaz à effet de serre, eh bien, on va pouvoir déjà analyser les modes de transport utilisés par le fournisseur, la performance du parc, si c'est le transport routier, par exemple, au regard de normes environnementales, etc. Donc, quel mode de transport vous utilisez, d'où ça vient, et pour essayer de déterminer quel peut être l'impact transport et de pouvoir alors, soumettre des critères d'attribution pour essayer de privilégier le fournisseur qui a l'impact transport le moins important. D'accord. Vous pourriez aussi définir des règles de transport, mais là aussi, ça dépend de votre niveau d'influence. Et la règle de transport, on va jusqu'où? Entre celui qui livre parce qu'il achète le produit et celui qui fabrique. J'ai une fabrication qui est au Bangladesh. Les produits sont transportés à un distributeur, puis ensuite livrés chez nous. Et je remonte jusqu'où? Dans l'idéal, c'est de remonter le plus haut possible pour avoir une vision très précise. Parce qu'effectivement, si vous avez un produit qui a traversé toute la planète pour arriver dans un hub de logistique qui est en Allemagne, par exemple, et qu'après, on vous livre ici, si vous prenez l'impact du transport que de l'Allemagne ici, c'est pas, voilà, il faudrait prendre l'ensemble de l'impact transport. Ça, on l'exige, en fait. Le problème, ça dépend toujours de l'influence que vous avez sur le fournisseur. Quand vous achetez des produits sur catalogue chez un grand fournisseur de pays, par exemple, d'aller lui imposer ses modes de transport, il ne va pas tout révolutionner sa logistique. D'ailleurs, ça impacterait peut-être plus sa logistique de la saucissonner un petit peu pour répondre à vos exigences. Ça pourrait, vous voyez, donc en règle générale, c'est surtout quand vous allez travailler avec un fabricant qui va être complètement transparent sur sa chaîne d'approvisionnement et vous allez effectivement définir avec lui des modes de transport d'un point à un autre. Voilà. Mais là, ça nécessite d'avoir de l'influence sur les fournisseurs. Ça dépend un peu, voilà, quand on s'appelle le ministère des Armées, qu'on achète effectivement des tenues de travail à une entreprise comme Paul Boyer qui est basé en Aquitaine, qui fabrique pour l'armée ou qui fait fabriquer pour l'armée, il est clair que l'armée peut leur demander tout ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent importer les tissus, en fait. Et ensuite, fabriquer les tissus, ils peuvent les acheter ou les faire fabriquer même à l'étranger, mais sur une base qui est des charges très strictes. Et si ce cahier des charges impose, par exemple, que ce soit qu'il y ait un impact transport le plus faible possible au fournisseur, donc en l'occurrence, c'est Paul Boyer qui va effectivement aller mettre en place ça. Paul Boyer, il faut savoir que c'est une entreprise région Aquitaine que je connais bien pour les avoir travaillé un peu avec eux. Il travaille essentiellement pour la gendarmerie, la police et l'armée. Donc, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Il est clair que quand ces ministères leur imposent des choses, ils vont y aller. Là, récemment, le ministère des Armées, alors, ne peut pas leur imposer parce que dans le cadre de la commande publique, c'est pas forcément autorisé, mais en tous les cas, ils incitent fortement à aller vers la labellisation RFAR, le label Relation Fournisseur et Achat Responsable, qui est mis en place par la médiation, donc directement par Bercy. Et Paul Boyer travaille aujourd'hui pour être labellisé RFAR. Ils n'avaient pas forcément, eux, la volonté d'aller vers cette démarche, mais comme on les incite à y aller, ils se disent aujourd'hui on m'incite, demain on va peut-être m'obliger, donc j'ai intérêt à anticiper et à y aller. Voilà, parce que ça peut faire partie aussi des critères de choix à la fin. Donc, voilà, ce niveau d'influence, encore une fois, sur les fournisseurs est vraiment très important et c'est lui qui va un peu définir le levier qu'on utilise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une spécification technique ou une condition d'exécution, quelque part, c'est des critères un peu rédhibitoires. Si vous n'acceptez pas une clause, une condition d'exécution, quelque part, vous ne répondez pas au marché, parce que le fait d'y répondre, ça veut dire que vous les acceptez. Et les spécifications techniques, c'est bien un problème de conformité de votre offre. Regarde du cahier des charges, et si votre offre n'est pas conforme au cahier des charges, parce qu'il ne répond pas à toutes les spécifications techniques, votre offre devrait être jugée irrecevable. Le seul moyen, après, pour valoriser une offre au regard des autres, c'est le critère d'attribution avec une pondération qu'on fixe. Voilà. Quand on est sur des enjeux forts et sur un marché plutôt mature, on a intérêt à intégrer des spécifications techniques. On met vraiment sous contrôle le risque. Et puis, je vais vous dire, c'est même presque plus simple à vérifier. D'accord ? Parce que les conditions d'exécution, c'est bien, mais il faut avoir l'organisation derrière pour les
vérifier, parce que le suivi d'exécution, c'est toujours compliqué à faire. C'est souvent par manque de ressources. Hein. On a forcément le temps de suivre tous ces marchés derrière pour vérifier que tout soit bien. Or, ça devrait être une obligation. Enfin, c'est une obligation. Et le critère d'attribution, c'est souvent le levier sur lequel va reposer tous les problèmes juridiques potentiels, puisque c'est sur ces critères d'attribution qu'on va différencier les offres. Donc, si mon offre est partenue par rapport à celui de mon concurrent direct, je vais essayer de comprendre et de causer pourquoi. Et si je tombe sur un critère qui, justement, n'est pas forcément opposable, qui n'est pas forcément mesurable, très éloigné de l'objet du marché, etc., je vais pouvoir avoir un recours auprès de la Cour européenne de justice pour dire, attendez, mon offre elle a été écartée sur la base d'un critère qui est très éloigné de l'objet du marché ou qui a été très mal formulé puisqu'elle n'est pas du tout opposable. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, il faut que les critères d'attribution, moi, je trouve que c'est un outil qui est, finalement, c'est celui qui a le moins d'effet, d'accord, parce que généralement, on va mettre 5% ou 6%, 10% Donc, ce n'est pas celui, des fois, qui fait la différence. Et pourtant, c'est celui sur lequel résident tous les risques juridiques. D'accord ? Donc, il faut les utiliser, bien sûr, mais attention, ce n'est pas forcément l'outil le plus simple à utiliser. Voilà. Alors, sur le transport, on peut également partir sur l'adhésion du fournisseur à un programme de réduction des gaz à effet de serre dans le transport, par exemple. Alors, je pense à Objectif CO2. Hein. Objectif CO2, qui est un programme qui a été mis en place, qui peut aller vers un label d'ailleurs, hein, qui a été mis en place par la Fédération des transporteurs et par l'ADEME, et qui va garantir effectivement que le transporteur met tout en œuvre pour réduire au maximum l'impact du transport dans ses activités. Ensuite, on pourrait aussi regarder un petit peu justement comment ils ont optimisé les déplacements, surtout si vous avez plusieurs sites à livrer, par exemple. C'est intéressant, est-ce que je me fais livrer de façon globale à un endroit et c'est moi qui vais après derrière dispatcher mon travail, ou est-ce que mon fournisseur aura l'obligation de dispatcher sur tous les sites? Hein, ça s'étudie peut-être en fonction de lui, de l'organisation de sa logistique et de la vôtre. Voilà, parce que peut-être que la vôtre aurait moins d'impact. Si vous avez des rotations régulières de vos agents d'un site à l'autre, ils peuvent en profiter pour aller effectivement assurer ces livraisons. Maintenant, si vous affrétez vous des transporteurs spécifiques pour aller de votre centre logistique vers l'ensemble des sites, même, c'est-à-dire qu'il y a le transport en lui-même, mais ça veut dire qu'il y a du temps. Mais effectivement, le coût global, c'est effectivement des éléments importants à prendre en compte. Voilà, et ça se fait souvent des critères d'attribution pondérés ou des conditions d'exécution. Encore une fois, la condition d'exécution, c'est un élément intéressant, mais ça suppose que le fournisseur les accepte. Imposer les livraisons sur site. D'accord. Parce qu'on n'a pas, nous, la logistique pour le faire. Ouais. Alors, sur les emballages des vêtements de travail, on pourrait d'abord demander à ce que les emballages soient éco-conçus également. Donc, utiliser d'abord des monomatériaux, des matières, pourquoi pas recyclées, biosourcées, essayer de réduire au maximum ces emballages, voire aller vers l'emballage du vrac, hein, d'avoir par exemple tous les vêtements de travail dans un grand carton, mais sans avoir des sachets individuels, enfin, vous voyez, par vêtement derrière. Donc, on pourrait avoir cette livraison vrac et puis la reprise et la valorisation des emballages par le fournisseur. Donc, le premier, ça passera par des critères d'attribution pondérés, hein, cette conception des emballages. En règle générale, on ne va pas se bloquer sur l'achat de vêtements de travail auprès d'un grand fabricant sous prétexte qu'il n'a pas éco-conçu ses emballages. En règle générale, l'emballage, c'est vraiment secondaire. Le produit, la sécurité du produit, la qualité du produit va primer sur tout ça. D'accord ? Donc, il y a quand même une certaine maturité maintenant des entreprises là-dessus. Oui, l'évolution. Tout à fait. Alors, moi, je pense que le critère d'attribution est un très bon levier pour inciter les fournisseurs. Parce que, effectivement, les bons sont récompensés, les moins bons, ils se disent la prochaine fois, j'ai peut-être intérêt à m'améliorer sur cette partie logistique parce que je vois que ça commence à peser dans la note.
Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui fera la différence. Donc, j'ai intérêt à m'investir un peu plus là-dessus. L'utilisation vrac, c'est souvent soit un critère d'attribution. On pourrait demander est-ce que vous livrez en vrac, oui, non, ou alors carrément, je veux que tu me livres en vrac. Ça, c'est une condition d'exécution qui est assez simple à faire, mais alors attention, hein, souvent, ils ont déjà emballé, et puis quand vous leur demandez ça, ils déballent. Hein. L'emballage, il est là, et l'impact, il est là. Mais bon, voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est des crises incitatives sur la réduction des emballages. On en voit pas mal. Que ça n'a pas de force obligatoire jusqu'à ce que ça vaut, mais... Et après, donc, la reprise et la valorisation des emballages par le fournisseur, ça c'est aussi un moyen intéressant parce que derrière, c'est lui qui va avoir la charge de gérer ses emballages. Donc peut-être ça lui donnera l'idée la prochaine fois d'en réduire un peu parce qu'il aura beaucoup à valoriser derrière. Et ce qui est important derrière, c'est quand on leur dit vous allez reprendre et valoriser vos déchets, c'est intéressant d'avoir le bordereau de suivi du déchet pour voir ce qu'il en a fait. Hein, parce que s'il les a brûlés derrière l'entrepôt, c'est pas la meilleure des idées, quoi. Moi, c'est pas toujours évident parce que si par exemple il y a des emballages, on arrive à même du nominatif, parce que c'est tout un équipement qui est prévu pour tel type d'agent, etc. La reprise d'emballage, elle ne se fait pas au moment de la livraison. Elle se fait après. C'est plus difficile à gérer, effectivement. C'est plus difficile à gérer. Et puis, il y a aussi la donnée personnelle qui va être aussi un jeu à mettre sous contrôle parce que si effectivement il y a des noms qui apparaissent sur les emballages, il faut être sûr que les emballages empruntent des bonnes filières où il n'y aura pas forcément d'étonnement de ces données personnelles. Alors, voilà pour l'emballage. Sur l'obsolescence, la durée de vie. Alors, on va pouvoir intégrer des critères ou des caractéristiques de performance. Alors, la stabilité dimensionnelle du vêtement, la solidité, par exemple, du coloris, la résistance à la traction, la résistance à la déchirure, la résistance à l'abrasion. J'ai mis des petits points parce que quand on regarde la liste de toutes ces caractéristiques de performance autour du textile, c'est assez conséquent. Pardon. Donc là, on va pouvoir en faire un critère d'attribution pondérée ou une spécification technique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir imposer des seuils. Alors, vous le verrez, tout à la fin, je vous ai mis également deux guides qui sont très intéressants, un sur l'éco-conception des vêtements et puis un autre sur un guide qui a été publié, je crois, en 2022 par la DAE sur l'achat justement des vêtements de travail. Et vous allez retrouver dans ce guide toutes ces caractéristiques techniques avec des seuils qu'on pourrait imposer. Voilà, déjà, il propose des niveaux de seuil et surtout comment on interprète justement ces attentes en termes de caractéristiques techniques. Alors, au début, je vous avoue que j'ai commencé à faire quelques diapos rapportant toute cette information, mais il y en avait tellement que j'ai abandonné. Je me suis dit, on va passer tout le temps à citer des normes, parce que c'est normé en plus à chaque fois. Hein. Et pour chaque caractéristique, vous avez 5 ou 6 normes différentes en fonction de la matière qui est utilisée, etc. Et en fonction du type de vêtement. Et voilà, donc ça va relativement loin. Donc c'était pour vous avoir 10 diapos sur des normes techniques dans le domaine du textile, mais voilà, je vous conseille d'aller voir justement ce document quand vous lancez un marché. Comme ça, en fonction de ce que vous avez mentionné comme type de vêtement et surtout la matière que vous avez définie, vous allez pouvoir trouver les bonnes normes pour mesurer les résistances, voilà, à la déchirure, à l'abrasion, à la traction, mais aussi la solidité des couleurs, les stabilités dimensionnelles, etc. Il est produit par qui? Par la DAE, Direction des achats de l'État. Il est disponible d'ailleurs sur leur site, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ensuite, on va pouvoir intégrer des seuils de performance minimum spécifiques selon les usages attendus du vêtement. On va pouvoir intégrer des éléments techniques spécifiques pour mesurer la qualité de la confection et la valeur intrinsèque d'un vêtement. Alors, je vous cite quelques exemples. Là aussi, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, le nombre de points au centimètre des coutures. Alors, je crois que la valeur qui est donnée dans le guide, ça doit être 4 points au centimètre minimum. Il y a aussi, on pourrait imposer une double surpiqûre à l'entrejambe pour être sûr, parce que c'est souvent là où les pantalons se mettent. Donc, pour être sûr que le pantalon ne va pas craquer, une couture. On pourrait aussi demander un renforcement des points soumis aux tensions, justement, dans un vêtement de travail.
Voilà, ça c'est déjà de caractéristiques, mais encore une fois, je vous renvoie vers ce guide qui va vous donner, vous expliquer un petit peu tout ça. C'est assez bien fait. Moi, je trouve que voilà, c'est simple de compréhension, seulement c'est tellement riche en informations, je ne pouvais pas tout vous rapporter sur un format comme on a aujourd'hui. Et puis, toujours sur l'obsolescence et la durée de vie du vêtement, se conformer aussi à un écolabel. Je prends l'exemple de l'écolabel européen. Aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est du multicritère et vous avez des critères liés à la qualité du vêtement, hein, puisque un produit éco-conçu est un produit aussi qui dure longtemps. Donc, il y a des critères spécifiques, justement, à la résistance et à la qualité du vêtement dans les écolabels. Et là, ce sera des spécifications techniques si on se réfère à un écolabel. Non, toujours la même chose, hein, quand vous utiliserez un écolabel, pensez bien à citer, la notion d'équivalence. Hein, ça, c'est très important. Et attention, même alerte pour les gens qui étaient là sur les ateliers équipements électriques et électroniques. Quand on se réfère à un écolabel, hein, si je vous dis je veux un vêtement de travail qui réponde aux exigences de l'écolabel européen ou équivalent, eh bien, derrière, il faut que je regarde qu'il répond bien à tous les critères. Et un fournisseur qui n'est pas titulaire de l'écolabel, mais qui a la certitude d'y répondre, eh bien, pourrait vous apporter tous les éléments, les dossiers techniques qui sortiraient justement de ces laboratoires d'analyse et autres pour vous démontrer qu'il y répond bien. Et l'analyse de la preuve, elle est à la charge de l'acheteur. Voilà. Donc, ça veut dire que si le fournisseur s'est donné du mal pour lui apporter la preuve qu'il y répond bien, vous allez vous donner encore plus de mal à bien lire les documents et vous assurer qu'il y répond bien. Donc attention, c'est toujours des fois un petit peu compliqué de travailler avec ces écolabels sur des produits très techniques parce que c'est une multitude de critères à vérifier sur un seul produit. Donc quand on achète des vêtements de travail, généralement, on a quand même plusieurs références et on tombe vite dans le burn-out. Sur la fin de vie de notre produit maintenant. Les grands leviers disponibles, ça va être donc de demander à ce que les vêtements de travail soient repris, valorisés par le fournisseur en demandant une traçabilité du vêtement. Ils peuvent être transmis à des structures agréées de réemploi ou de réutilisation du secteur de l'économie sociale et solidaire qui voudraient en faire soit des produits dérivés, hein, faire des chiffons, des choses comme ça, des ateliers mécaniques ou des choses comme ça. Soit ça peut être réparé, proposé et revendu d'occasion. Hein, quand vous avez des vestes de travail d'hiver, si on a réparé 2-3 coutures, qu'on a bien nettoyé le vêtement, on pourrait peut-être le proposer à des prix très intéressants d'occasion. Et attention, par contre, hein, que vous avez souvent des règles qui sont imposées par nos organisations sur la cession ou la revente de matériel en fin de vie. Donc, de bien respecter les règles de cession ou de revente. Et toujours pareil, attention aux EPI qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être remis d'occasion sur le marché, même cédés, hein, même donné. D'accord. Ça peut être aussi du réemploi au sein d'une même structure propriétaire du vêtement selon les besoins et les caractéristiques des vêtements. Je prends un exemple, si vous avez des personnes qui travaillent, qui ont une forte exposition, par exemple, aux risques routiers et qui ont des bandes de signalement, etc. Quand le vêtement arrive en fin de vie, imaginez que les bandes sont complètement ne réfléchissent plus comme elles doivent. Alors, on pourrait les changer et puis éventuellement prolonger la vie du vêtement, mais peut-être qu'on a des collaborateurs qui travaillent dans des ateliers où il n'y a pas forcément d'exposition, où la visibilité n'est pas un enjeu important, mais où il y a des courants d'air, il fait froid et qui pourraient s'équiper de ces vestes peut-être un peu chaudes, même s'il n'y a plus de déflecteurs et autres. On pourrait très bien dire, tiens, c'est les gens qui travaillent dans le bâtiment qui est plus loin, là, très, très vanté, ils pourraient. Donc là, c'est les conditions d'exécution pour la reprise, la valorisation, le traitement donc des vêtements par le fournisseur. Par contre, les autres, ça, c'est simplement des décisions internes. Et là, ça ne fait pas l'objet d'un marché, c'est simplement
des procédures à suivre en fonction, encore une fois, des règles que vous êtes imposées au sein de vos organisations. Est-ce que déjà, sur toute cette partie, vous avez des questions? A priori, pas de question. Oui. Moi, j'aurais plutôt remarque par rapport Alors, à notre Au niveau expérience. des modes de prod. Déjà, on a tous les référentiels qui touchent le domaine du textile, alors qui ont des vocations des fois un peu différentes. L'agriculture biologique, vous avez bien compris que c'est sur la production de fibres alors animales ou végétales. D'accord. Ecotext 100, on est sur un référentiel qui est plutôt axé, encore une fois, sur l'absence de substances préoccupantes, notamment donc, ces substances CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les allergènes également. L'écolabel européen, on est vraiment sur tout le cycle de vie, avec beaucoup d'ailleurs de critères techniques qui vont démontrer à la fois la résistance du vêtement, mais aussi l'absence de certaines substances et autres. Ensuite, on en a alors le cradle to cradle. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ça veut dire c'est du berceau au tombeau. En fait, en gros, c'est un produit qui s'inscrit vraiment dans le schéma de l'économie circulaire. Donc, un produit qui pourrait être valorisé à 100% en fin de vie. Donc, généralement, pour qu'ils y répondent à ce critère cradle to cradle, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune substance préoccupante à l'intérieur du vêtement. Donc, ça aussi, c'est une garantie sur ces substances-là. Alors, attention, il n'est pas très développé, ce label encore. Donc, n'allez pas demander des produits certifiés cradle to cradle parce que là, vous risquez d'avoir des marchés infructueux. En plus, elle est démontrée pour un fabricant que c'est vraiment, ça rentre dans cette démarche-là, c'est quand même assez compliqué. Parce que derrière, il faut qu'il valorise son vêtement et s'il n'a pas fait, même s'il est potentiellement possible de le faire, s'il n'a pas fait, ça va être un peu compliqué pour lui. Si on regarde un petit peu, alors CE, la réglementation CE, elle est relativement importante pour les EPI. Les EPI doivent répondre au marquage CE. Ça veut dire qu'ils vont répondre à toute la réglementation européenne qu'on fixe sur ce type de pays. Donc, sur les EPI, ça, vous pouvez systématiser et demander dès le départ, imposer que les produits répondent à cette fameuse directive et au marquage, donc CE. Ça, c'est relativement important. Parce qu'il y a un réel travail qui a été fait sur les accidents du travail, notamment dans le bâtiment en Europe, en fait. Ouais. Volonté de diminution des accidents de travail. C'est que les EPI doivent répondre effectivement à des règles très précises pour pouvoir être commercialisés sur le marché européen. Et donc, il faut que ces règles soient respectées pour que le produit puisse être vendu en France, enfin en Europe. Donc, le marquage CE est une garantie, au moins que ça répond à cette réglementation. Là, on n'est pas forcément dans la RSE, ça serait plus du contrôle réglementaire. Mais bon, à minima, je crois que c'est le minimum qu'on pourrait imposer, c'est ce marquage CE. Voilà, alors, de nouveau, la petite alerte dont on parlait tout à l'heure, mais encore une fois, attention avec les écolabels, parce que ça peut vite devenir très, très, très compliqué à analyser l'ensemble des critères, surtout si le fournisseur n'est pas titulaire du label. S'il est titulaire, c'est très simple. Vous demandez, il vous donne la certification, vous vérifiez que la certification concerne bien le produit, la référence que vous avez acheté, et vous êtes tranquille, vous pouvez, hop, il est conforme. Et est-ce que le CE, on peut le mettre rendre obligatoire? Oui. Les autres, le marquage CE, vous pouvez le rendre obligatoire parce qu'il est obligatoire sur la plupart des EPI. Les autres labels, non. Les autres labels ne sont pas obligatoires, c'est des démarches volontaires de la part des fabricants. Mais c'est ce qui vous garantira, vous, que le produit répond à une vraie logique de responsabilité environnementale et ou sociale.
Parce que le label CE, il est faible sur ces exigences-là, c'est ça? C'est pas qu'il est faible, ça dépend après des produits, parce qu'il lui, il est propre à chaque type de produit, mais il va définir des règles minimum de sécurité qu'on doit respecter. Je prends l'exemple d'un harnais, il doit respecter un certain poids, une certaine tension, etc., une certaine résistance. Voilà, il ne faudrait pas qu'on limite à faire un harnais et puis que. Mais c'est ça, mais sur le volet sécurité, C'est et pas sûr. sur le volet. Non, c'est pas du tout sur le côté environnemental. CE, c'est vraiment sur la sécurité des personnes. Alors, j'en parle parce que c'est quand même important et incontournable dans les EPI. Hein, c'est un peu la raison d'être de ces produits. Donc, on est bien en lien avec l'objet de notre marché. Mais en tous les cas, non, ça n'apporte pas forcément de garantie environnementale. On peut avoir des produits CE qui sont pas très, très sains. Voilà. Mais attention, encore une fois, à ces écolabels quand il va falloir les traiter. Alors, j'avais vu dans des cartouches pour respirer, en fait, avec des écolabels, enfin, il y en a pas. Enfin, il y a certaines cartouches, 2, 3, etc., pour les remettre. Ouais. En fait, on ne trouve pas derrière, c'est simplement fait avec des produits qui sont peut-être pas vertueux. Alors, les écolabels, tous les produits ne sont pas labellisés. Hein. Les écolabels, c'est vraiment une norme qui est proposée. En gros, hein, c'est un travail normatif. Il y a des écolabels nationaux. Hein. En France, c'est NF Environnement. Il y a des écolabels européens. C'est l'écolabel européen. Il y a d'autres labels nationaux hein, qu'on peut utiliser et sur lesquels on peut s'appuyer en France, comme le Nordic Swan, qui est l'écolabel des pays scandinaves, l'Ange Bleu, qui est l'écolabel allemand. Alors, généralement, dans ces cas-là, quand on cite ces référentiels, c'est souvent qu'on va demander à ce que le produit réponde aux exigences de ce label-là, partie de ce label, mais on risque effectivement sur le marché français de ne pas avoir visiblement beaucoup de producteurs qui nous proposent ce type de label. D'accord. Je vais sortir du domaine du textile. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez les blanchisseries industrielles, par exemple, qui sont couvertes par un écolabel scandinave. Bon, la blanchisserie industrielle, si je dois acheter moi ma prestation de blanchisserie industrielle aujourd'hui en France, je ne vais pas demander à ce que mes blanchisseurs soient certifiés Nordic Swan, parce qu'il n'y en a pas un qui le sera en France. D'accord, c'est un label des pays scandinaves. Et je ne vais pas demander finalement à un prestataire en Hollande qui s'occupe de traiter mon linge, parce que s'il faut que j'envoie tout mon linge là-bas pour qu'il me le renvoie, l'impact du transport, il va. Réduire le bénéfice que j'aurais pu avoir en traitant avec un blanchisseur entre guillemets responsable. Par contre, je peux très bien imposer à mes blanchisseurs français de respecter 3 ou 4 critères importants que les écolabels des pays scandinaves. Et là, je reprends mes critères. Hein, je vais dire, voilà. Et je dirais que si toutefois ils avaient la certification, l'homologation, je l'accepterai comme prestation. Mais sinon, ils auront d'autres moyens de me le prouver. Et ce qui est très intéressant dans les écolabels, c'est qu'en règle générale, les critères, quand vous allez par exemple sur l'écolabel européen, les critères sont publics, le cahier des charges est public, vous pouvez regarder. Et surtout, vous verrez dans ces cahiers des charges qu'en face, il y a le mode de preuve attendu. Il y a intérêt à réellement faire du sourcing avant, parce que je reviens sur la location et entretien, par exemple, des vêtements de travail. La partie blanchisserie donc, fait partie intégrante du marché quand c'est location et entretien. Donc, si on prend des critères, il faut être sûr que quand même les entreprises puissent répondre à ces critères-là. Exactement. Il ne faut pas se planter, sinon on est un peu. Exactement. Exactement. Ça dépend aussi du niveau d'influence qu'on a sur ses fournisseurs. Un fournisseur, encore une fois, qui voudrait travailler avec vous, il va poser tout ce que vous voulez, il le fera. Si vous lui demandez la Lune, il fera payer la Lune. D'accord. Mais en tous les cas, il le fera. Oui, s'il répond déjà, par exemple, à la RATP, je travaille avec nous, on peut imposer ce qu'on veut. S'il fonctionne avec la RATP, sur le cahier des charges de la RATP, il va répondre, mais celui de la ville de Cergy, il ne répondra peut-être pas. Oui. Sauf si c'est les mêmes. C'est les mêmes critères. C'est ça, après il rentre dans ce cycle vertueux et il peut Exactement. Exactement.
Et de toute façon, quand on impose des conditions d'exécution au fournisseur, moi je trouve que le dialogue est super important avec le fournisseur. Parce que si on lui impose plein de choses, il pourrait penser que vous l'embêtez, quoi. Il est toujours en train de l'embêter, de chercher des petits détails, des petites noms, voilà. Et si vous lui expliquez que c'est aussi dans son intérêt, hein, en disant bah, aujourd'hui tu ne le fais pas, moi, je te propose dans le cadre de mon marché de le faire, voilà, tu vas développer ça. Une fois que tu sauras faire, tu l'auras fait une fois, et que tu te seras organisé pour le faire pour moi, tu pourras en faire un élément différenciant chaque fois que tu vas répondre à d'autres marchés. Et ça, c'est important. Ça nécessite de dialoguer avec les fournisseurs qui comprennent un petit peu le sens de ce qu'on leur demande. Si on leur dit juste tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, au bout d'un moment, ils peuvent se dire ouais, je ne vais pas travailler avec lui. Ils sont pénibles, ces gens-là. Oui, c'est pour ça que la phase de sourcing là-dessus, elle est importante. Voilà. Par contre, si vous leur expliquez l'intérêt pour eux d'y aller, déjà qu'ils vont réduire leurs impacts, ça va peut-être générer des réductions de coûts chez eux, parce que les impacts, ces impacts ont forcément un coût. Et puis surtout, c'est enfin un argument commercial derrière pour dire les choses. L'ADEME avait réussi son truc avec les déchets de chantier il y a très longtemps là-dessus. Ils avaient détecté que les déchets de chantier, ça représentait à peu près 4,5% du coût moyen d'un chantier, la partie gestion de déchets. À l'époque, la réglementation était moins stricte qu'aujourd'hui, mais ils avaient poussé, d'ailleurs, c'est ce qui a peut-être justement fixé le seuil de la réglementation. Ils s'étaient dit, ben, si on imposait 70% de déchets valorisés sur un chantier, à combien ce coût de 4,5 pourrait baisser? Et ils avaient regardé, ça baissait à 2,5% du prix global du chantier. Gagner 2% sur le coût global d'un chantier en moyenne, c'est juste énorme. Des montants qui sont considérables. Et ça en fait aussi un élément différenciant parce que ça veut dire que le fournisseur qui a répondu et qui a mis en place justement, trouvé toutes les bonnes filières et autres pour répondre à cette exigence à l'époque, eh bien, pouvait derrière aller dire sur d'autres marchés, moi je suis capable de valoriser 70% de vos déchets parce que je connais les filières, je les ai identifiées, et en plus ça veut dire que votre coût de traitement des déchets va descendre le point sur le global du chantier. Et donc, c'était un argument commercial, mais ça nécessite de dialoguer avec le fournisseur. Voilà. Alors, rester dans l'esprit de partenariat. Exactement. Comment je peux voir un peu plus grand parce que j'ai un document, c'est fait tout petit. Je ne vois pas forcément. Pardon. Ah. Revenir. Comment je reviens à 0 déjà C'est la Et avec l'âge, mes yeux suivent plus là. Là, ça grandit pour tout le monde. Ça grandit pour tout le monde. Et à gauche. Ça va, c'est ça? Ouais, on voit bien. Ouais, tout à fait. Voilà, je vous disais tout à l'heure, vous voyez, par exemple, sur la stabilité dimensionnelle, en fonction du type, alors là, c'est sur du coton, mais encore une fois, vous allez retrouver ces documents détaillés dans le guide de la DAE sur beaucoup de textiles et sur d'autres, bien sûr, sur d'autres critères. Mais par exemple, la stabilité, oui, vous donne des valeurs en fonction des grammages. Ça, c'est des valeurs qui sont, eux, déterminées, hein, qui sont des valeurs qui seraient correctes. Alors, on peut très bien imposer ces valeurs, et puis derrière, donc par une spécification technique, et derrière, valoriser les offres les mieux disantes par un critère d'attribution. Hein, à partir du moment où je réponds à minima à ce que j'impose, tous ceux qui auraient un niveau de performance plus intéressant, je peux les valoriser par des critères d'attribution. Voilà, par exemple, vous voyez là, j'ai 2000 cycles. Je ne comprends pas toujours tout dans ces trucs. La résistance à l'attraction, le N, je suppose que c'est des newtons. L'attraction, c'est. Voilà, donc on a des valeurs qui nous sont données, que vous pourrez effectivement reprendre dans vos cahiers des charges en fonction du type de vêtement que vous prenez et puis du critère que vous voulez. Donc là, typiquement, ça veut dire qu'on ne prend pas l'ISO, on prend la valeur. Oui. Vous pouvez prendre la valeur. Parce que l'ISO, en fait, si vous regardez la norme, alors vous pouvez acheter toutes les normes ISO, mais ça risque de vous coûter un petit peu cher. Mais en tous les cas, la norme va peut-être plus loin dans tout ça et dans toutes ces explications, si vous voulez. Là, il y a un travail qui a été fait en amont où on est parti sur des valeurs qui sont des seuils
intéressants, hein, qui sont des seuils de référence. On n'est pas sur de l'excellence, mais au moins sur de la référence. Mais ça, c'est le principe de tous les écolabels. Un écolabel, c'est pas un référentiel d'excellence, c'est un référentiel de référence. D'accord? Quand vous achetez des produits d'entretien avec un écolabel, il ne faut pas croire que vous avez le plus vertueux des produits. Vous avez un produit qui est plus vertueux que la moyenne, c'est clair. Mais il y a des entreprises, je pense à des gens comme Étamines du Lys, par exemple, qui ont des produits d'entretien qui vont bien plus loin que les exigences de l'écolabel européen. Et d'ailleurs, c'est des gens qui pestent même contre l'écolabel parce qu'ils disent, bon, mettez un truc, c'est les produits communs, quoi. On trouve vraiment un ton dessus. Et ils refusent d'ailleurs, ces gens-là, d'aller vers l'écolabel. Parce qu'ils disent, c'est revenir au même niveau que les autres, alors qu'on est bien au-dessus. Donc, non seulement ils ne veulent pas de l'écolabel, mais ils le critiquent beaucoup. En disant, c'est un seuil de référence, c'est pas un seuil d'excellence. Par contre, quand il y a des fibres comme ça, coton, polyester, déjà, je prends par exemple la stabilité dimensionnelle pour 250 grammes mètre carré, donc ça reste encore assez épais, malgré tout. Mais on ne connaît pas la part de coton ou de polyester. Ça peut varier en fait en fonction de la. Je pense que ça, c'est détaillé dans la norme. Hein. C'est ça. Je pense que c'est détaillé dans la norme. Dans le document de la DAE, vous avez ce type de tableau, mais vous avez quand même plus d'informations. Il y a des commentaires à côté. J'ai simplement écrit, voilà, vous dire attention, vous avez cette information qui est disponible à tel endroit. C'est un document de synthèse, hein, ce guide. Après, voilà, on peut aller interroger les normes, aller regarder ce qu'il y a derrière, etc. Mais du coup, si on met. Ça veut dire qu'il faut spécifier qu'un plus, c'est confortable, 2, c'est plus confortable, ça dépend dans le sens où on le lit. Il faut toujours préciser. Exactement. À chaque fois. Exactement. Et du coup, si on ne demande pas la norme. Tous ces critères, ils présentent un avantage, c'est qu'ils sont objectivement vérifiables et mesurables. Et ils le sont par des laboratoires ou des organismes indépendants qui vont être agréés, comme par exemple les centres techniques industriels, les CTI, de la filière française. Donc, quand vous allez demander un mode de preuve à votre fournisseur, vous allez lui demander qu'il vous transmette le rapport d'analyse réalisé par ces laboratoires agréés. Au moins, vous avez la certitude que les informations qu'on va vous donner sont justes. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tous les fournisseurs savent prouver? Ça passe par ça. En fait, l'analyse du vêtement par ces laboratoires, il peut se faire comme on peut. Si vous allez le faire en Asie, on vous répondre avec un rapport en anglais. Alors que si vous le faites faire en France, au moins vous avez un rapport français. Eux, ils vont analyser toutes les substances présentes dans le vêtement. Ils vont arriver à retrouver tous les produits chimiques qui ont été utilisés. Il y a des traces de ces produits chimiques qu'ils sont capables d'analyser. Et puis, ils vont faire ces tests de vêtements sous attention. Ils vont faire des cycles de lavage. Voilà, pour voir au bout de combien de cycles de lavage votre vêtement il a plus de couleur, etc. Hein. Donc, parce que tout ça, là, encore une fois, c'est normé. Eux, ils prennent ces normes et ils vous font les tests et ils vous disent oui, c'est certifié, il n'y a aucun problème. C'est les seuls éléments probatoires qu'on peut retenir là-dessus. Parce que si vous avez un fournisseur qui vous émet une attestation sur l'honneur, ça voit oui, je réponds bien à ça, ça reste une attestation sur l'honneur, ça reste du déclaratif. Vous, à moins d'aller vous offrir les tests en laboratoire pour voir s'il vous dit juste ou s'il vous dit faux, autant on leur demande d'analyse. Alors, il y a une autre chose aussi qui est très importante. On nous redemande le nom du guide. Alors, le guide, je vais vous le montrer, puisque c'est acheteur public, là, c'est celui-là. Là. Vous le voyez tous, là? Vous voulez que j'agrandisse un peu? De toute façon, on vous enverra tous le support. Hein. Vous pourrez retrouver ça. Je ne sais plus comment vous aviez agrandi, mais non, mais vous embêtez pas. Vous voyez tous? C'est guide de... Non, je vois pas. Acheteur public. C'est fait avec la direction des achats de l'État et puis les filières professionnelles, etc. Guide et recommandations à l'usage des acheteurs publics, textiles et chaussures. Vous avez un guide également sur l'éco-conception des vêtements professionnels qui est fait par ORE, qui est une association, une ONG. C'est très intéressant. Alors, il est plutôt, lui, tourné vers les fabricants, mais c'est intéressant d'aller voir justement
toutes les recommandations qui sont faites aux fabricants pour éco-concevoir des vêtements de travail, parce que derrière, vous allez pouvoir détourner ces exigences en exigences à mettre dans votre cahier des charges. Quand vous dites tourner vers le fabricant, c'est-à-dire qu'il est au service des fabricants. Voilà, les guides est fait pour à la base, la cible vraiment de ce guide, c'est les fabricants de textiles qui voudraient effectivement se lancer dans des démarches d'éco-conception. Voilà. Mais en tous les cas, moi, acheteur, je peux très bien aller lire ça, voir ce qui est imposé, recommandé en tous les cas aux fabricants pour éco-concevoir des vêtements, et ces recommandations, moi, les transformer en exigence dans mon cahier des charges. D'accord ? Alors, il y a une chose qui est très importante dans les vêtements, ça va être les tests aussi. De pouvoir tester les vêtements ou tester les EPI. Donc, de demander des échantillons et puis d'avoir peut-être de sélectionner quelques collaborateurs qui peuvent être représentatifs de l'ensemble des collaborateurs. Donc, généralement, on prend le plus pénible, ce qui rame le temps. On prend celui qui est le plus content. Et puis après, on va prendre des gens de tailles différentes, de poids différents, des hommes, des femmes aussi, hein, parce que voilà, et donc ça va permettre en fait de remonter un petit peu leur retour. Hein. Pendant quelques temps, ils vont tester ces vêtements de travail, mais s'ils n'arrivent pas à bouger, s'ils n'arrivent pas à, voilà, ils pourront remonter l'information. Les tests, c'est quand même relativement important sur les vêtements de travail. Le jour du guide, c'est fait. De confort, enfin, c'est important. Ouais. Alors, les méthodes d'essai normalisées, là, je vous parlais tout à l'heure donc, de ces laboratoires qui peuvent tester. Comme je vous disais, il y a plein de normes. Alors, j'en ai repris quelques-unes, juste pour vous l'indiquer. Hein, c'est ce que j'avais commencé à faire au départ, mais je vous dis, il fallait que je fasse comme ça au moins 7 ou 8 diapos comme celle-là. Et je ne voulais pas vous barber avec tout ça, mais voilà ce qui ressort un petit peu de ce guide, hein, c'est que vous avez effectivement toutes les normes avec vraiment, vous voyez, la solidité des teintures au frottement sec, la solidité des coloris à la sueur. Enfin, voilà, il y a des tests qui vont relativement loin. À vous, après, il ne faut pas non plus avoir 15 pages de tests à me demander, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir, analyser comme votre preuve, et votre fournisseur risquerait de râler, voire certains vous risquerez de ne pas répondre si vous leur en demandez un petit peu trop. Mais allez peut-être rechercher ce qui est très important, hein, pour des tenues de travail l'été, la résistance à la sueur, c'est pas indispensable. Chose qu'on ne fera pas si on achète des vestes d'hiver, quoi. Hein, pas d'hiver, donc les agents bien dans leurs chaussures, c'est important. Ça. Les chaussures, c'est important. Les chaussures, le poil. Exactement. Il y avait eu des chaussures techniques. Là, où une année, il y avait eu pas mal de scandales parce qu'il y avait beaucoup d'allergisants dans les. En fait, c'était dans la tannure du cuir. C'est dans le tannage. Tannage, c'est mieux. Le tannage, pardon. Dans le tannage du cuir, il y avait effectivement des produits chimiques qui étaient très allergisants. Et les gens se retrouvaient effectivement avec des grosses plaques sur les pieds, etc. Enfin, voilà. Je vous rappelle, comme employeur, il a la responsabilité de la santé et de la sécurité de ses employés, donc sécurité et l'intégrité. Donc tous ces produits effectivement allergisants, tous les problèmes de confort aussi, qui pourraient en plus générer un accident, hein, quand vous avez besoin de vous voir, d'avoir un peu de amplitude dans le mouvement parce que vous grimpez sur des échafaudages et autres. Si pour vous retourner ou pour lever le bras, c'est compliqué, vous risquez d'avoir plus de chutes. Hein, donc voilà, quelques éléments de preuve associés à tout ça. Donc vous avez les normes, et encore une fois, le guide dont je vous parle est très riche là-dessus. Voilà. Donc le guide de l'ORE, le guide des acheteurs publics. Et puis on arrive à la fin. Alors, on arrive à la fin, je suis désolé, mais comme au début, j'ai construit ça en pensant qu'on serait tous ensemble. Je pensais faire des petits groupes et des petits exercices pour que vous-même, vous arriviez à trouver un petit peu tout ça. Voilà, dans ces formats hybrides, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc, je vous ai dit, moi, tout ce que je voulais vous dire. Alors, on n'a pas pu tout couvrir. Je vous redonne un petit peu l'alerte que j'ai déjà donnée sur le premier. C'est qu'il y a beaucoup d'enjeux sociaux aussi, hein, dans ces démarches. Hein.
encore quelques semaines, Coverguard, qui est une boîte lyonnaise qui fabrique des gants de travail, sont accusés par beaucoup d'ONG d'exploiter des prisonniers politiques chinois pour fabriquer les gants. Ça sort dans la presse, donc ça fait pas bonne presse. Voilà. Donc il faut arriver aussi à prendre en compte tous ces enjeux sociaux dans le domaine du textile, parce que c'est un secteur sur lequel il y a encore énormément d'exploitation d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans des conditions des fois assez terribles. Et puis, c'est un secteur d'activité où l'esclavage moderne est encore très présent. C'est un marché qui est complexe parce que les chaînes d'approvisionnement sont complexes aussi. Hein. D'abord, il y a beaucoup d'acteurs. Dans ces chaînes d'approvisionnement parce qu'il y a énormément d'étapes entre la production de la fibre et les vêtements qui est livré chez vous. Entre la confection, la teinture, l'énonclement du produit, le tissage des fibres, etc., etc. Il y a souvent plein d'acteurs différents. Ça part des fois de très loin. Hein. Alors attention, dès que vous avez du coton, par exemple, qui provient de Chine, vous pouvez avoir tout de suite une alerte, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ait été produit par des Ouïghours. Parce que 80% du coton chinois est fabriqué dans la région du Xinjiang, là-bas où il y a effectivement cette exploitation des minorités ouïghours. D'accord. Donc on part du principe que 80% quand même du coton chinois est fabriqué par les Ouïghours. Il produit par les Ouïghours. Le coton, c'est des matières qui nécessitent énormément d'eau, énormément de pesticides, d'insecticides. Je vous avais donné des valeurs l'autre fois. Je crois que c'est 25% des insecticides utilisés, alors c'est que 2 ou 3% des terres cultivées. Donc imaginez la concentration de pesticides et d'insecticides qu'on peut avoir dans les champs de coton. C'est plus de 4 millilitres d'eau pour faire 1 kilo de coton. Donc des impacts très très forts. Donc le choix de la fibre peut être aussi très déterminant par son impact environnemental. Si je prends du coton, j'ai intérêt à prendre du bio parce qu'au moins les insecticides, pesticides seront préservés. Par contre, attention, ça nécessite quand même de l'eau, voire même beaucoup d'eau, parce que souvent, dans certains référentiels en bio, on va interdire les OGM. Or, les OGM, des fois, on utilise les OGM pour avoir un coton qui nécessite moins d'eau. Donc, est-ce que vous avez des questions à distance? Je suis désolé pour l'organisation, pour les problèmes de connexion, mais on s'adapte. On aurait une sur, par exemple, les chaussures. En fait, déjà, ce qu'on ne sait pas faire en collectivité, c'est que quand on est dans l'acquisition, un vêtement, on le donne à l'agent. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est le reprendre pour le remettre dans un circuit. Ouais. Généralement, on lui donne, et l'année d'après, s'il a une dotation, on lui redonne, etc. Il faudrait mettre en principe quelque chose que si je lui donne, je récupère celui d'avant, etc. Néanmoins, on prend les chaussures. Je me suis aperçu que sur le recyclage des chaussures, en fait, une chaussure, elle a besoin d'être démontée dans tous les sens, parce qu'il y a des petits anneaux dessus, parce qu'il y a des textiles, parce qu'il y a du cuir, parce qu'il y a une semelle qui est faite avec des pare-lames ou des pares, pour pas que ça transperce à l'intérieur. Et en fait, les filières de démantèlement des chaussures n'existent pas vraiment. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de choses qui existent, à votre connaissance. J'ai trouvé quelques filières sur les chaussures. D'ailleurs, vous verrez dans le guide de la DAE, il y a toute une partie sur les chaussures, sur le cuir, etc. On voit quelques filières qui commencent à se mettre, mais votre question est intéressante parce que c'est vrai que dans les recommandations, ils disent aussi que justement, pour gérer la fin de vie des vêtements, il faudrait arriver à mettre en place un dispositif où chacun, effectivement, dans la gestion des dotations, on puisse récupérer les produits en fin de vie pour pouvoir les recycler. Maintenant, 9 fois sur 10, la chaussure de travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va finir dans une chaussure de jardin pour monsieur, quand il va bricoler le week-end et autres. Ça évite qu'il rachète une paire de chaussures. Donc, finalement, l'impact environnemental, on est bien dans une seconde vie qu'on ne peut pas quantifier. Qu'on ne peut pas quantifier, effectivement. Ça, c'est dommage. On pourrait l'autoriser. En fait, pour ça, il faudrait arriver à l'autoriser. Comme j'autorise des vélos à venir en sens interdit, par exemple. Il faudrait autoriser l'agent à porter ses anciens vêtements de travail, ses anciens EPI.
Alors après, ce qui est assez compliqué, c'est que souvent les vêtements de travail, parce que ça, c'est un enjeu qui ne rentre pas dans l'économie circulaire et dans l'environnement, mais c'est un enjeu qui est quand même très important à prendre en compte, c'est que vous avez des vêtements de travail qui sont personnalisés. Et l'important quand on récupère les vêtements, c'est qu'on sait comment ils vont être traités en fin de vie et ce qu'ils deviennent en fin de vie. Quand on a, par exemple, effectivement des vêtements de travail qui finissent sur le Bon Coin ou qui finissent dans une foire, comment on appelle ça, vivonnier ou autre, et que vous avez des vêtements de travail qui sont marqués, il peut y avoir des risques derrière. Alors, c'est très fréquent avec les gendarmes, les pompiers, la police et autres, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça pour aller sonner chez des personnes âgées un peu vulnérables et ça leur permet de s'introduire. Mais imaginez que c'est la ville de Sergi, vous allez sonner chez une personne âgée en disant je viens faire le relevé des compteurs d'eau, est-ce que vous pouvez me laisser rentrer ou n'importe quoi. Enfin, vous voyez, il pourrait y avoir, donc faire très attention à ça. Parce que quelque part, vous avez une responsabilité, la collectivité a une responsabilité là-dessus. Hein. Si les gens se présentent avec des vêtements de travail logotés à la ville ou à la région, ce que vous voulez, ça peut présenter des risques. Quelque part, on peut être embêté aussi en disant mais attendez, il y a une visibilité. Sur la fin de vie de vos l'usurpation. C'est l'usurpation de l'identité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, ce qui nécessiterait, il faudrait qu'en fin de vie, vous puissiez les récupérer, délogoter ou des. Mais ça veut dire derrière qu'il faut. Alors, quand c'est un écusson, ça va, c'est assez vite enlevé, mais quand c'est brodé, par exemple, derrière, ou que c'est sérigraphié ou autre, ça devient très compliqué. Mais dans le marché, on peut prévoir justement, ce qui est traçable, c'est que je récupère le vêtement, je donne, donc je récupère un vêtement. La société avec qui je suis en marché peut récupérer, retirer le logo, ou réutiliser, faire autre chose avec le vêtement. Et là, on peut valoriser, quantifier. Exactement. Là, on est sûr. Bien sûr. Sur le plan sécuritaire, c'est pareil que sur la veste, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la veste, à la rigueur, qui était haute visibilité, qui ne m'avait plus. Si elle est utilisée à titre personnel par la suite et que le gars ne le sait pas, qu'elle est plus visible parce qu'elle a dépassé 50 lavages, par exemple, et qu'il l'utilise à un moment donné à ça, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser dans son véhicule et j'ai mon gilet dans mon véhicule et qu'il n'est pas du tout réfléchissant, du coup, il se met en danger à titre personnel. Il se met en danger, Et c'est quelque part aussi, ça peut être embêtant. Ouais. Avec les EPI, il vaut mieux éviter ce genre de choses. Dans l'idéal, c'est mieux effectivement de mettre dans l'organisation un système pour récupérer les produits en fin de vie. D'abord, ça permet de gérer ces produits qui sont marqués et qui peuvent être responsables d'usurpation d'identité, générer de l'usurpation d'identité. Et puis aussi, effectivement, le gars qui bricole le dimanche, il prend un casque qui a date de péremptoire, un masque respiratoire pour aller repeindre sa voiture. Et les prix ne sont plus du tout. C'est compliqué quand même. C'est faire des cadeaux empoisonnés. Vous avez des questions à distance? On va pas dans le chat. Moi, j'en ai sur la location et ça se fait beaucoup. Parce que ça a l'air d'être tellement contraignant. Est-ce qu'il y a de la location? Alors, la location de vêtements de travail se fait de plus en plus. Les EPI, c'est encore. On est vraiment sur les prémices de ces démarches-là. On voit quelques entreprises, encore une fois, qui se lancent là-dedans. Mais ça reste encore rare. Et encore une fois, il y a tellement de pays qui sont exclus de ces dispositifs. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne sais pas. Il y a des entreprises, par exemple, qui font du contrôle des longes, des harnais. Si à un moment donné, il y a eu un choc ou quoi que ce soit, ils vont contrôler la longe. Et si elle est encore, mais si elle est encore valable suite à une chute, par exemple, ils vont la fournir. Mais c'est certifié par l'entreprise. Elle a été contrôlée, aussi bien que le harnais. Il y a des choses qui se passent comme ça. La vie, c'est ça. C'est vrai que les casques, par exemple, tout ce qui est protection de la tête et tout ce qui est harnais, généralement, vous avez un accident,
Hein, vous prenez un choc sur le casque, vous faites même tomber le casque Oui. de l'échafaudage de 2 étages, c'est fini. Hein, il faut normalement le retirer du marché. Alors, c'est également le cas sur les harnais. Par contre, oui, il y a peut-être effectivement des entreprises spécialisées qui peuvent derrière. Oui, des noms ceux qui sont sur les laveurs de carreaux du Louvre, par exemple, c'est des alpinistes. Donc, c'est toutes ces longes-là. Si à un moment donné, il y a une chute, il y a un choc, le deuxième choc, il ne supportera pas. Cette longe-là, on la prend, elle est jetée, détruite. Okay. Mais du coup, sur les vêtements de travail, ça se fait davantage la location. Oh, de vêtements de travail, oui. Ça fait longtemps. Ça a vraiment, la location, ça a vraiment démarré déjà dans le domaine de l'hôtellerie avec le linge. Mais ça s'est Si je peux intervenir, on travaille. Dans les crèches, on utilise sur tout ce qui est bavoir, le petit linge pour les enfants, les vêtements de travail. Donc ça fait déjà trois marchés que je fais dessus. Donc ça fonctionne depuis un moment en location. Ça marche bien, hein. Ça marche bien parce que au moins on est sûr que l'organisme, comme il est propriétaire de ces vêtements, va tout faire dans ces phases d'entretien pour que le vêtement soit le plus durable possible. Après, il y a un coût parce que quand c'est clair. Le vêtement, par exemple, il est fait pour 3 ou 4 ans. Si par exemple, il y a un accroc et que ce vêtement qui est déchiré mais qui n'est pas considéré pas réparable, ça veut dire que derrière, il y a la valeur résiduelle du vêtement qu'il faut payer. Mais derrière, on reprend le vêtement avec une nouvelle valeur. Donc, on rachète 2 fois le vêtement, en fait. Donc, du coup, il faut faire aussi attention à quel type de vêtement. Normalement, si votre fournisseur va au bout des choses, il devrait pouvoir changer la manche. Il devrait pouvoir, mais il ne le fait pas toujours. Enfin, il change de vêtement. Ça lui coûte moins cher de changer de vêtement. Parce que, après, ça dépend jusqu'où ça va. Si vous fait payer le capital. Bien sûr. Voilà. Parce que dans le vrai principe, dans le monde de location-entretien, il devrait changer. Il y a plein de choses, hein, les zips, les trucs, les boutons, les grosses, enfin, c'est vraiment si le tissu il est altéré, en fait. Il joue plus son rôle de protection de l'agent. Bah ça, c'est un problème de résistance à l'abrasion. Une couture, elle ne sera pas aussi costaud, de toute façon, que le tissu en lui-même quand il a été fabriqué. C'est-à-dire qu'il faut changer. Si vous entendez tous l'échange, là, vous entendez ou pas? Oui. D'accord. Oui, mais par contre, si vous est-ce que entendez vous que mes nous réponses, c'est pas des entendez? questions. Comment on dialogue? Est-ce que vous nous entendez? Ok. Ouais, donc cette location, c'est vraiment pour moi un marché très intéressant. Et puis, je vous dis, moi, ça évite surtout que quelqu'un il y a un truc qu'il faudrait lever à 30 degrés. Il y a des gens qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, on vous écoute. Effectivement. Je sais pas. Alors. Vous ne nous entendez pas. Pensez à allumer vos micros et à parler si vous avez besoin de poser des questions. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est. bon. Ah oui. Non, mais en fait, moi, j'étais sur la réflexion de la location-entretien parce que nous, on a essayé et on a reculé finalement parce que pour des gros parcs, enfin pour un grand nombre, c'est compliqué l'organisation. Il faut aussi que les équipes soient bien disciplinées à remettre leurs effets comme c'est prévu, etc. Parce que sinon, on paye pour rien. Et finalement, donc, on a rechangé le modèle. Alors, pour des petites unités, pour des choses spécifiques, là, vous disiez la location de linge, etc., l'entretien de linge, OK, ou pour un atelier pour les véhicules, etc., parce que c'est salissant et tout. Mais pour un grand nombre, une équipe assez importante, nous, on doit dire, on a reculé parce qu'on payait beaucoup pour beaucoup de vêtements qui n'étaient pas nettoyés, en fait, qui n'étaient pas remis à temps pour les agents. Voilà. C'est compliqué. Ouais. Alors, c'est sûr que quand on change de modèle économique comme ça nécessite effectivement une organisation, une sensibilisation de l'ensemble du personnel.
parce que derrière, il va falloir qu'ils adhèrent. Hein. S'ils adhèrent pas, ça va devenir très, très compliqué, je le conçois. Et effectivement, on perd tous les bénéfices de cette approche. Ça demande de faire un travail en interne assez... voilà. Alors, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Et j'ai une autre remarque, Ouais. c'est que c'est des gros poids lourds qui sont sur le secteur, type hélice, etc. Et on a des gros problèmes au niveau du suivi des facturations. Des gros problèmes de gestion derrière. D'accord. Alors, concernant les agents, moi, je pourrais apporter une réponse. Alors, concernant les agents, enfin, pour vous en parlez mettre en place, bon, déjà, il y a énormément de pédagogie à faire parce qu'on touche à l'intime. En fait, le vêtement, c'est son vêtement. Et après, il y a quand même passer par un règlement intérieur qui soit signé de façon à ce que les vêtements soient réellement pris en charge en temps et en heure, pour que lorsque même que l'information passe, lorsqu'il y a un changement dans la semaine de rotation, parce qu'il y a un jour férié, on change le jour de rotation, etc., etc. En fait, passer par un règlement intérieur plus strict et être pédagogue auprès des agents, je pense que ça fait partie des clés. Oui. Vous avez raison, mais du coup, il ne faut pas le sous-estimer. Non, ouais, voilà. Je suis d'accord. C'est un gros travail. Après, il y a des solutions qui existent à l'avantage du salarié. C'est un système de primes, c'est-à-dire que s'il joue le jeu et qu'il rentre effectivement sur cette rotation, non, mais on donne des fois, vous savez, des primes pour nettoyer, enfin pas des primes, mais des indemnités de nettoyage et autres. On pourrait avoir aussi finalement, si on rentre dans ce système de location-entretien, je pense que dans une approche en coût global, ça doit être intéressant quand même, hein, surtout quand on a encore une fois des dotations, enfin des indemnités à reverser aux salariés pour qu'ils nettoient leurs vêtements de travail. Bon, bah, tout ça, c'est des primes, enfin, c'est des coûts qui sont supprimés. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que la prestation, si vraiment on arrive à faire durer les vêtements de travail, je pense qu'en coût global, ça doit être intéressant. Et peut-être que ça pourrait effectivement être un moyen, quand le vêtement arrive en fin de travail, d'avoir un petit bonus à donner au salarié qui a joué le jeu et qui a eu, puisque bon, il y aurait des points de collecte, il y a des codes barres sur Oui. et on pourrait avoir une traçabilité, celui qui joue le jeu ou pas. Je ne sais pas, hein, c'est tout Il y a des puces RFID, on sait exactement où est le vêtement, combien il a été 2 fois lavé, etc. Il y a vraiment une organisation très précise sur le suivi du vêtement. Et donc là, ce qui permettrait effectivement de pouvoir peut-être inciter les salariés à jouer le jeu plus facilement, quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est des idées comme ça, parce que tout est à construire là-dedans. Hein. C'est quand même assez nouveau dans le vêtement de travail et surtout dans le pays. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait effectivement des gros mastodontes qui ont initié tout ça, hein, et effectivement les hélices, initiales, etc. Mais alors, ils ont beaucoup commencé par l'hôtellerie et maintenant, effectivement, ils travaillent de plus en plus avec les vêtements de travail. Mais on voit maintenant des entreprises beaucoup plus petites qui proposent des vêtements de travail et qui offrent cette prestation maintenant. Hein. Mais dans le privé, il y a longtemps qu'ils sont dans le vêtement de travail loué, hein, Bouygues, etc. Dans le bâtiment, ils utilisent, c'est de la location. Oui, la plupart des grandes boîtes de BTP travaillent comme ça. Oui, vous vouliez, pardon. Oui, puis pour finir aussi sur l'entretien, donc de ne pas hésiter aussi à se tourner vers les ESAT qui ont aussi souvent des structures de nettoyage intéressantes. Exactement. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est que ce modèle, finalement, on peut le construire. Alors, on ne sera pas sur de la location, mais on pourrait acheter effectivement son vêtement de travail et avoir un ESAT qui soit capable de réparer le vêtement de travail. Alors là, ça nécessitera peut-être au niveau du fabricant qui puisse peut-être garantir que le tissu sera disponible, que... Voilà, pour des réparations, mais on pourrait avoir un ESAT qui fait effectivement, qui va contrôler et réparer le vêtement, un autre ESAT qui pourra le nettoyer dans le cadre de leurs activités de blanchisserie ou de pressing. Mais qui répondent toujours à la norme de déchirement, etc. Ah oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les ESAT, si vous avez un cahier des charges précis et que derrière, vous leur proposez quand même du volume et puis surtout une garantie un petit peu dans le temps, ils sont capables de faire monter en compétence leurs salariés, d'acheter les bonnes normes et de les analyser, etc.
Enfin, je veux dire, aujourd'hui, notamment, par exemple, le GESAT, le groupement des ESAT, investit énormément d'argent pour développer des nouveaux métiers, des nouvelles filières. Les SNCF arrivent bien à faire la maintenance des suspensions de TGV par des ESAT. Hein, donc, on arrive maintenant à des prestations de plus en plus techniques. Et ça, c'est important, quoi. Ce qu'il faut, c'est que le fabricant accepte de donner le fabricant du vêtement, les patrons, techniques, voilà, de façon à pouvoir réparer derrière. Voilà. Alors ça ferait partie de conditions d'exécution. Il faut effectivement qu'ils jouent le jeu, donc qu'on ait les patrons, qu'on ait le tissu aussi, ou au moins la référence du tissu, qu'on puisse la retrouver de façon certaine. Ça veut dire que l'acquisition se fait au fabricant et non pas à un revendeur. Alors, dans l'idéal. Donc, il faut avoir le volume pour le faire. Oui, ou alors passer par un revendeur qui, lui, va pouvoir demander ça à son fabricant. Mais en règle générale, on a les patrons quand on demande un vêtement sur mesure et que c'est presque nous qui allons fournir les patrons. C'est un peu compliqué aussi. Donc. Sur les produits achetés en catalogue, vous n'aurez pas ce genre de choses. Oui. Oui, de toute façon, oui, mais même si un ESAT n'a pas possibilité de réparer, de toute façon, actuellement, nous, quand on achète des vêtements, on n'a pas un petit... ce sont nos agents qui ont par exemple pour la direction qui s'occupe des routes, etc., qui nettoie, mais nous, on n'offre pas le service de réparation. Si vraiment il est trop déchiré, on en achète un autre. Donc, de toute façon, voilà, on n'a pas, voilà, il n'y a pas cet aspect-là en plus, quoi. Donc, voilà. Mais on pourrait le mettre en place. Comme ça. Alors, non, oui, excusez-moi. Oui. Nous, on vient de mettre un marché en place d'achat et un autre marché de nettoyage de vêtements. Donc, le marché nettoyage de vêtements, on est passé par des ESAT. Ouais. Et les ESAT nous demandent si c'est possible de récupérer les vêtements fin de vie pour justement pouvoir récupérer les matières, les fermetures qui fonctionnent, etc., pour pouvoir les remettre sur les vêtements qui ont besoin, et comme ça, boucler. Ouais. On a notre réseau de fin de vie un petit peu, quoi. On ne leur mettra pas tous les vêtements, mais on va organiser ça. Mais effectivement, c'est intéressant, c'est une solution intéressante. Ben oui. Les premiers vêtements en fin de vie sont récupérés effectivement pour être source de matière première pour réparer les autres. C'est effectivement très intelligent. Voilà. Bon, maintenant, il faut le mettre en place. Ça va être encore une autre idée. Ouais. On a plein de bonnes idées, mais après, à mettre en œuvre, c'est compliqué des fois. C'est ça. Surtout que là, oui, comme vous dites, on touche vraiment à la personne, à l'individu, et puis aussi, à un moment donné, des changements, quoi, hein. Là, on est dans la culture du changement, et c'est pas toujours simple, hein, dans les entreprises, de faire changer les habitudes aux gens. Voilà. Alors, quand les gens comprennent, et ça passe aussi par la communication interne, hein, que quand on fait de l'achat responsable, il faut aussi communiquer en interne ce qu'on fait. Moi, je me souviens, il y a très, très longtemps, parce que je travaille dans les achats responsables depuis 2005, je me souviens être arrivé dans une collectivité, mais c'est vieux, hein, ça remonte peut-être dans les années 2006-2007, où il y avait un début de mouvement social parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en cessation de paiement parce qu'on avait mis du papier brouillon dans les photocopieurs. Sauf que le papier brouillon, c'était un papier 100% recyclé, sans azurant optique et sans dérivés chlorés. Donc, c'est un papier qui était un peu terne, mais personne ne leur avait expliqué. Ils avaient un truc, ils avaient l'impression d'avoir du papier tout gris dans les copieurs, ils ne comprenaient pas. Et ils se faisaient beaucoup de soucis en disant, on ne peut même plus acheter du papier, c'est terrible. Voilà. J'avais complètement oublié. Les fils électriques, ça serait tout disjoncté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, il est 16h27. Donc, je vais vous remercier. On fera une petite réunion de restitution bientôt. Tout à fait. Janvier, c'est quand début janvier, et puis on va enrichir aussi donc l'outil qui est disponible sur le GIP Maximilien, sur le site. Exactement. Pour aller récupérer tous les supports, et puis également, je vais transformer tout ce qu'on s'est dit en closier.
Exactement, et le tout sera mis à votre disposition. Donc la boîte à outils, le closier, et puis on vous présentera tout ça lors d'un webinaire de restitution qui aura lieu en janvier. Et là, on vous enverra le replay de cet atelier-là et des autres. Voilà, donc on vous transmet toutes les infos par mail. Super. Et on s'excuse encore pour tous les désagréments techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui. Pas de problème. Très bien, on vous l'importance. remercie. Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, je vous reverrai qu'à la rentrée. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y avait un monsieur qui avait pris la parole, je crois. Non? Bon. Pour toutes les personnes, la plupart des personnes, je ne vous reverrai pas avant les fêtes, donc passez de bonnes fêtes de fin d'année, puis on se retrouvera à la rentrée pour la réunion de restitution de cet atelier. Ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ça arrive. Ah ouais, c'est Ça arrive mal. au début, oui.